Et si la clé pour naviguer dans ce flot incessant de pensées, ce tourbillon intérieur là qu'on connaît toutes et tous, si la clé ce n'était pas de les combattre, mais simplement de les voir passer. On explore aujourd'hui une perspective assez radicale sur notre propre esprit. Le défi, il est universel, non? On est souvent submergé par nos histoires personnelles, nos soucis, ce dialogue intérieur qui n'arrête jamais. Qui ne s'est jamais senti un peu pris au piège de son propre mental? C'est exactement ça. Et souvent, notre réflexe, c'est de vouloir tout analyser, décortiquer chaque pensée, chaque problème personnel. Mais la perspective qu'on regarde ici, elle suggère que c'est un peu une voie sans issue. Comme essayer d'attraper de l'eau, quoi. Les formes changent tout le temps. Une inquiétude devient une histoire qui se transforme en une sorte d'identité. L'approche proposée est différente. Voir toute cette agitation, peu importe son contenu, comme un seul phénomène, des états d'esprit passagers, un paysage mental collectif en quelque sorte. Intéressant comme renversement, ne plus zoomer sur chaque détail, mais regarder le flux global. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour pas se laisser happer? Parce que ces pensées, ces émotions, elles sont fortes. On touche au cœur du sujet là. La proposition est radicale. Ne pas s'identifier personnellement à ces états. Éviter de se connecter, pour reprendre une image qui était dans les notes. Se connecter. Oui, comme ouvrir une session sur un ordinateur, tu vois. Au moment précis où on se dit « Ah, voilà ce qui m'arrive », le moi, le sentiment d'être une personne séparée qui vit ça, Ce moi entre en jeu. et ce moi, il fait lui-même partie du paysage mental. En s'y agrippant, on donne de l'énergie à l'état d'esprit, on l'alimente. D'accord. Je vois. Si on lâche l'identification à l'état et au moi qu'il ressent, qu'est-ce qui reste alors? Où est-ce qu'on place notre attention? Vers ce qui est conscient de tout ça, justement, ce qu'on pourrait appeler la conscience pure, l'espace d'observation silencieux. On parle de witness, d'awareness dans certains textes. Cette conscience de fond, elle n'est pas décrite comme personnelle, elle serait toujours là, calme, inchangée, tu vois. Peu importe le chaos apparent à la surface. C'est même présenté comme notre nature fondamentale. Un peu comme l'écran de cinéma qui reste blanc, immobile, que le film projeté soit une comédie ou un drame terrible. L'écran, lui, n'est pas affecté. C'est une bonne image, oui, tout à fait. Si on s'identifie au personnage du film, genre « c'est mon problème, mon histoire », alors on est pris dans le jeu, on essaie de comprendre, de résoudre, mais on tourne un peu en rond parce que la personne et l'état se nourrissent l'un l'autre. Par contre, si on reste simplement cet espace conscient qui note « tiens, un état d'esprit agité est là », sans plonger dans le pourquoi du comment, sans analyser, l'état perdrait son emprise personnelle. La lutte cesserait d'elle-même en quelque sorte. Ouais, mais il faut bien avouer, c'est terriblement convaincant, ces états mentaux. On les sent dans le corps, ils colorent toute notre perception. C'est difficile de ne pas y croire. Absolument. Leur force de persuasion est immense, c'est vrai. Et cette perspective suggère justement que cette impression écrasante de réalité, elle ne tient que par notre adhésion personnelle, notre croyance profonde en l'histoire que raconte cet état mental. C'est cette connexion, ce login, qui lui donne son poids. Et il y avait aussi cette idée que croire à ces états, même une fois qu'ils sont passés, ça laisserait comme une empreinte. Une trace? Oui, une graine, c'est le terme utilisé. Une sorte de prédisposition à revivre des états similaires plus tard. Rester en tant que cette conscience impersonnelle qui observe sans s'approprier l'expérience, ça empêcherait ce cycle de se répéter. D'ailleurs, il est même souligné que celui qui souffre ou celui qui profite, ce sont aussi des constructions mentales, des rôles passagers, pas le soi immuable qui observe tout ça. C'est important de préciser, je pense, il ne s'agit pas de nier la réalité ou d'arrêter d'agir dans le monde. On parle bien de ne pas se laisser emporter par les vagues mentales d'anxiété, de confusion, d'ego. Les tâches pratiques de la vie, on continue de les faire, mais sans cette surcouche de drame antérieur, si je comprends bien. Tout à fait. C'est exactement ça. La pratique suggérée est simple, en théorie du moins. C'est une reconnaissance de ce qui est déjà là, un retour à la source consciente. Commencez, là, maintenant, à remarquer les pensées et les émotions comme des événements qui apparaissent dans la conscience, sans forcément s'y identifier en tant que personne. C'est par l'application directe, la vérification personnelle, que cette perspective prendrait tout son sens. Petit à petit, cette reconnaissance deviendrait plus naturelle. Donc,
Pour résumer un peu l'idée clé de cette approche, c'est un basculement en fait. Passer de s'identifier aux montagnes russes des pensées et émotions, qu'on verrait alors comme des états d'esprit impersonnels, collectifs, à s'ancrer dans la conscience calme, stable, qui les voit passer. Exactement. Et l'implication est profonde. Parce que si cette vision est juste, la paix, ce n'est pas quelque chose à atteindre. Après avoir résolu tous nos innombrables problèmes mentaux, elle serait là tout le temps, notre état naturel, simplement obscurci quand on se connecte à l'agitation. Honorer cette paix intérieure, ce serait alors le véritable respect de soi. Ça ouvre une perspective, vertigineuse quand même. Alors la prochaine fois qu'une grosse vague mentale arrive, qu'elle nous submerge, peut-être que la question à se poser, c'est pas tant « bon, comment je me sors de là ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, là, en moi, est conscient de cette vague, ici et maintenant, sans être la vague elle-même ?» Voilà qui donne à réfléchir, c'est sûr.